bienvenue dans Une semaine dans le monde, notre retour hebdomadaire sur l'actualité internationale, mais bien sûr française aussi, puisque ce soir nous allons forcément commencer avec cette campagne d'entre-deux tours de l'élection présidentielle française, avec bien sûr aussi les derniers sondages, voir où en sont les deux candidats. Nous ferons ensuite un tour en Syrie pour parler de la possibilité de cette nouvelle phase évoquée cette semaine par Alain Juppé, qui pourrait voir un recours à la force de la part de la communauté internationale. C'est ce qu'il a dit, en tout cas, on en parlera avec mes invités. Et puis nous irons en Afrique de l'Ouest pour revenir sur ces périodes de guerre et d'instabilité au Libéria et en Sierra Leone, qui ont mené cette semaine à la première condamnation d'un ancien chef d'État depuis Nuremberg, avant de regarder les crises actuelles qui secouent la région, au Mali et en Guinée-Bissau, ainsi que la réponse que compte y apporter la CEDEAO. Alors, pour parler de tout cela, j'ai le plaisir de recevoir ce soir en plateau Christian Mallard, qui est éditorialiste de politique étrangère à France 3. Merci beaucoup de nous rejoindre aussi bien en plateau. Amar Abdrabo, qui est journaliste et photographe. Bonsoir. Aussi bien Ziad Limam, bonsoir, directeur du mensuel Afrique Magazine. Et puis Claude Veil, qui est directeur de la rédaction au Nouvel Observateur. Je me tourne tout d'abord vers vous, Claude Veil. On va regarder le dernier sondage, peut-être, qui est paru aujourd'hui, qui montre un écart qui se creuse, puisque 9 points les séparent maintenant, avec François Hollande en tête. La semaine dernière, il n'y en avait que 6. Qu'est-ce qu'on peut y lire? Oui, 6 dans cet institut-là. D'autres instituts donnent des indications légèrement divergentes, mais tous se retrouvent autour de 54-55. Alors, par une espèce d'illusion d'optique étrange, au fond, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, puisque je vous rappelle que 54-46, 55-45, c'était exactement le rapport de force au second tour, au départ de la campagne, début février. Bon, il s'est passé depuis une campagne qui, en ce qui concerne les deux candidats arrivés en tête, a été relativement sans surprise. François Hollande est sorti à peu près au niveau où on l'attendait. Nicolas Sarkozy a fait beaucoup espérer. Vous savez, c'était l'époque où on nous disait « Vous allez voir ce que vous allez voir, Battling, Sarko va entrer en campagne, il va tout renverser, etc. » Il n'a rien renversé du tout. Il a fini deuxième dans un rapport de force compliqué à lire, comme la vie politique française depuis quelques années, puisque au clivage gauche-droite traditionnel, je dirais, se superpose un autre clivage qui pourrait s'énoncer ainsi... la nation contre l'ouverture, la tentation du repli contre un monde ouvert sur l'Europe, sur la mondialisation, etc. Et donc, dans cet univers politique fragmenté et en voie de recomposition, le rapport de force ne bouge pas. Nicolas Sarkozy, j'avais dit, je crois, sur ce plateau en forme de provocation il y a 3 mois, que Nicolas Sarkozy aurait une petite chance d'être réélu à condition que les électeurs acceptent de faire abstraction de son bilan et de sa personnalité. On en est toujours au même point. C'est-à-dire que les gens trouvent qu'il a un petit bilan, y compris les électeurs le pénis qu'il essaie de courtiser aujourd'hui. Sa personnalité, décidément, heurte beaucoup de gens. Et donc, la configuration est la même. En face, vous avez un Sarkozy qui joue le rôle de challenger, qui joue le rôle de puncher, et en face de lui, vous avez un François Hollande qui rejoue la partie qu'il a jouée dans la primaire socialiste, c'est-à-dire fort de sondages qui le donnent élu dans un fauteuil. Il se contente de parer... Il reste dans le fauteuil, il se contente de parer les coups, de faire un peu d'esquive, de faire du petit jeu de jambes, comme les boxeurs aguerris, et voilà. Et on attend le débat qui, probablement, d'ailleurs, ne bouleversera pas la donne non plus. Mais qui sera très suivi. Donc on parle du débat du 2 mai qui les opposera. Non, moi, je ne crois pas que ça changera quoi que ce soit. Moi, je pense, je le dis ouvertement, les jeux me semblent faits. À partir du moment où vous avez une majorité de Français qui a décidé depuis des mois, et je parle sur le contrôle des experts, je pense qu'à partir du moment où ils veulent rejeter le président, c'est un phénomène de rejet qui est très profond, le président sortira. Il sera le président vraiment sorti ou sorti. Et à partir de là, je ne vois pas ce qui pourrait... Quel miracle je cherche? J'arrive pas à trouver. Hier soir, on sentait bien que le président de la République était dans la position du challenger et que M. Hollande, très tranquille, avait l'air déjà d'être presque un président assis dans son futur fauteuil et qui attend le moment de la consécration. Je trouve que l'événement de campagne le plus amusant de cette semaine, je ne parle pas des polémiques assez sordides auxquelles on a eu lieu, c'est cette espèce de karaoké, le pénis, qui était extrêmement fatigant pour les observateurs, en tout cas pour moi. Mais il y a eu cet épisode incroyable de ce policier, vous avez vu, qui a tué un jeune délinquant. Nicolas Sarkozy a fait du Sarkozy, c'est-à-dire annoncer une nouvelle loi, d'une façon improvisée et juridiquement pas très bordée, manifestement. Et François Hollande a fait le président, c'est-à-dire qu'il a reçu les syndicats, comme s'il était déjà en fonction, oui, il a reçu les syndicats de policiers. C'est vrai, Ziad Limam, c'est très curieux de les regarder dans cette deuxième phase de campagne, où les choses finalement se décident assez rapidement dans la tête des gens. Moi, ce que je trouve assez
je trouve que quand même tout ça est assez triste pour la France, parce qu'on a une élection qui a été capturée par l'extrême droite. Donc on ne parle que des thèmes de l'extrême droite. On en parlait déjà beaucoup au premier tour. Alors maintenant, il n'y a plus que les problèmes de l'extrême droite, l'identité, les piscines, le halal, le je sais pas trop quoi, la présomption d'innocence pour les policiers. C'est aberrant. François Hollande qui est obligé de donner des gages, lui aussi maintenant. Je trouve ça pathétique pour un pays qui, malgré tout, a affaire à une crise, à se redéfinir, à se faire des propositions pour demain. Et on a une gauche à faune. Ils sont devant, comme vous disiez, ils sont dans le fauteuil. Moins on en dit, mieux on se porte. Mais c'est sans doute justement la bonne stratégie. Mais quand même, on aimerait bien, pour un grand pays, à un moment qui est vraiment crucial et difficile, je veux dire, on voit le désastre économique à nos portes, l'Espagne, etc. On aimerait bien quelque chose qui souffle un peu. Et là, on est en train de demander qui va prendre les voix de Marine Le Pen. Enfin, ces 6 millions d'électeurs font la politique pour 45 millions d'électeurs. Et c'est vrai que M. Hollande surfe sur l'anti-Sarkozy. Il n'a que ça à faire, il est tranquille. Il attend l'heure de la victoire, tranquillement, le 6 mai au soir. C'est à se demander si on enlève en fait l'anti-sarkozysme d'un côté et l'anti-islam, on va dire, de l'autre côté. C'est-à-dire si on enlève effectivement le halal, les piscines, le droit de vote des immigrés et tout. De quelle campagne ferait-on? Enfin, de quoi parlerait-on? On parle quasiment de rien d'autre. On n'a pas parlé de l'Afghanistan, on n'a pas parlé de la Syrie, on n'a pas parlé de la politique étrangère, c'est vrai. On n'a pas parlé non plus beaucoup de l'Europe. Aucune élection jamais dans un pays démocratique ne se joue sur les sujets de politique étrangère, sauf un cas, mais qui est une exception historique, les attentats de Madrid, qui avaient fait basculer l'élection espagnole. Parce qu'il y avait 100 morts. Hein. Mais prenons le cas de la crise, même si elle est en filigrane. Elle est évoquée de manière périphérique, parallèle. Personne n'ose dire la vérité. Personne n'ose dire que le lendemain de l'élection, ça va être sérieusement grave. Alors que c'était le sujet qui s'imposait. Je veux bien qu'on soit cynique, qu'il faut d'abord être élu, etc. Mais encore une fois, c'est aussi une grande démocratie. Elle pourrait se permettre de sortir de cette espèce de hold-up dans lequel on est prisonnier. Je suis d'accord, mais c'est une élection anti, comme le disait notre ami, d'abord parce qu'il faut reconnaître la vérité, que c'est une élection à faible attente, low expectations, diraient les Anglais. Les Français ne pensent pas que cette élection va bouleverser leur vie, va changer leur vie personnelle dans des positions. Ils ne pensent pas que le président de la République va résoudre le problème du chômage, les grands problèmes auxquels la France est confrontée. Et d'autre part, au-delà des oppositions stériles et quelquefois malsaines auxquelles on assiste, et des surenchères qui sont extrêmement choquantes, les Français voient bien que les grands engagements, en ce qui concerne notamment la gestion des finances publiques, François Hollande propose de revenir à l'équilibre budgétaire, je vous rappelle, en 2017. Nicolas Sarkozy en 2016. Donc on ne peut pas dire que c'est choix de société contre choix de société. La question, c'est comment on arrive au déficit. Mais je pense quand même, pour défendre un tout petit peu mon pays, qu'on va venir la semaine prochaine à des choses plus sérieuses, parce que d'abord, la question du travail va forcément être au centre de l'opposition. Là encore, peut-être qu'on va avoir une guerre débile entre le vrai cortège, le vrai faux cortège, comme ce président qui nous a parlé du vrai travail. Lui-même, apparemment, ne savait pas de quoi il s'agissait, puisqu'il a retiré la formule. Mais on va avoir une focalisation le 1er mai autour de la question du travail, et je pense que le débat, tout de même, on peut espérer, va se rehausser un petit peu, et je pense que nous allons avoir un choc de présidentialité au débat. Voilà. De personnalité. Et je suppose que Nicolas Sarkozy va quand même abandonner la posture qui est la sienne depuis quelques jours pour refaire le président au débat. Sinon, il se fusillera. S'il ne fait pas le président au débat, il se fusillera. Pour l'instant, c'est vrai que Christian Malard, la stratégie a été très claire. C'était la chasse aux voix du Front National. Complètement, c'est ça. Mais simplement, il faut déjà se mettre dans la posture, je veux dire, de l'avenir. Moi, le premier grand défi, il va y avoir les relations franco-allemandes, ça c'est sûr. Il va falloir le premier voyage de M. Hollande. Je dis M. Hollande parce que je pense qu'il va gagner. Non, mais moi, je ne suis pas prophète, mais enfin. Et puis il va y avoir une décision qui va être fondamentale à prendre au moment du sommet de l'OTAN. Et je ne sais pas comment M. Hollande, il devrait être pragmatique, parce je pense qu'Obama aura du mal à accepter que les Français disent, comme ça, en solo, nous retirons nos troupes d'Afghanistan à la fin de l'année. Il y a quand même une cohérence qui doit être respectée. C'est un tout, l'OTAN. Il y a quand même combien de pays qui en font partie. Et je pense que M. Hollande va devoir être pragmatique et apprendre à discuter avec ses autres partenaires, parce que sinon la vie sera très dure. C'est toutes ces questions, bien sûr, qui se poseront, justement, qui n'ont pas tellement été posées dans la campagne électorale, l'attitude par rapport à l'Europe, croissance contre austérité. On aura l'occasion, d'y revenir, j'espère, après ce deuxième tour. En attendant, je voulais vous demander votre avis sur Alain Juppé. Donc, il s'était un petit peu brouillé, justement, sur la stratégie de campagne. Alain Juppé est revenu, à ce qu'il doit faire,
étrangère, c'est-à-dire qu'il est parlé de politique étrangère, notamment de Syrie. Je vous propose d'écouter ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères français cette semaine. Ou bien cette médiation fonctionne, ou bien elle ne fonctionne pas. Et si elle ne fonctionne pas, on ne peut pas continuer à se laisser, défier. Il faudrait donc à ce moment-là passer à une autre étape que nous avons commencé déjà à évoquer avec nos partenaires, sous chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Christian Mallard, Alain Juppé qui parlait de la Syrie, bien sûr du plan Annan qui n'a pas été respecté, encore 18 morts hier, 11 tués aujourd'hui à Damas par... Qui a cru un seul instant que le plan Annan allait être respecté? On est face à un régime qui est dans une fuite en avant, et c'est terminé. Les Russes sont là pour le soutenir, l'Iran est là, le Hezbollah est là, mais M. Juppé, il a fait preuve d'une grande impuissance avec un grand I. On va aller quoi? On va faire une opération militaire contre la Syrie? Embraser toute la région? Ce sera peut-être le début d'une troisième guerre mondiale? On est quand même fou. Il faut arrêter quand même de dire des choses pareilles. Je veux dire, je ne crois pas un seul instant, maintenant je pense qu'on n'a aucune solution, et que ça va risque de continuer, malheureusement, encore un certain temps, avec des gens qui sont massacrés tous les jours, des innocents, des jaunes, des vieux. C'est terrible. Ziad Imam, le plan Annan ne pouvait pas marcher puisque... Non, mais le plan Annan, c'était... quand on était, branché sur les réalités géostratégiques de la Syrie, le plan Annan était un mieux par rapport à une situation précédente qui a permis de faire rentrer des observateurs. Sauf qu'on savait très bien que ça n'allait pas arrêter le conflit interne en Syrie, dont on connaît, on l'a dit sur ce plateau plusieurs fois, les bases. C'est-à-dire qu'on a une situation qui ressemble à une guerre civile larvée, structurelle, avec un régime qui s'effondre moins vite que ce qu'on croyait, mais qui est, je pense, condamné à terme. Une situation des droits de l'homme qui est insupportable, une impuissance totale de l'Occident qui, par ailleurs, élit des présidents, donc les Français... c'est vrai, le discours un peu martial d'Alain Juppé à 3 jours dans les élections, ça n'a pas beaucoup de choses, ça effraie pas Bachar el-Assad. Les Américains sont prêtés dans les élections jusqu'au mois de novembre. Donc tout le contexte ne se prête pas du tout à une solution de la crise. Et joue en faveur du maintien du pouvoir. Et ce qui est terrible, c'est que la population, tous les jours, on a des éléments qui montrent que c'est une catastrophe sur le plan des droits de l'homme et le plan humanitaire. Avec une petite réserve quand même sur le plan Annan. Aujourd'hui, il y avait, je crois, 520 manifestations dans le pays. Donc bon, il y a un bilan quand même qui est lourd, mais qui est beaucoup moins lourd que les autres vendredis, où il n'y avait pas de mission, il n'y avait pas d'observateurs, etc. Donc ça reste un mieux, Ziad a tout à fait raison. Et pour ce qui est de Juppé, il illustre un proverbe syrien qui dit « parler c'est gratuit ». Alors bon, comme il risque de plus être là dans 10 jours, il peut dire plein de choses. Et d'ailleurs, la date qu'il donne, c'est dans 6 semaines, je crois. Donc bon, c'était des choses assez la portée, la portée internationale de cette déclaration. Et puis l'opposition syrienne, c'est quand même beaucoup fracturé autour de l'idée de est-ce qu'il faut prendre les armes ou ne pas prendre les armes, ce qui fait que même en termes d'interlocuteurs, aujourd'hui, c'est très difficile. Chacun parle à qui il veut. L'opposition syrienne est divisée, n'a aucun caractère homogène. Et donc, ils font pas le poids. Ils font pas le poids en face. Et pourtant, donc Alain Juppé parlait du 5 mai, qui sera bien sûr le jour du prochain rapport de Kofi Annan. Il faudra bien faire quelque chose. La communauté internationale, il faudra qu'elle agisse d'une façon ou d'une autre. À partir du 7 mai, je ne sais même pas ce que ça pourra donner, si je puis dire. Vous avez employé le mot de communauté internationale, vous savez, qui faisait tellement sourire notre ancien ministre Hubert Védrine. Est-ce que ça existe, la communauté internationale? C'est une question que Védrine n'a cessé d'agiter lorsque les grands intérêts des grandes nations sont en jeu. Les intérêts en l'espace divergents et des jeux stratégiques. Est-ce que la communauté internationale, ça existe? Ou est-ce que c'est juste une vue de l'esprit, un vœu pieux? C'est la question qui est posée à la Syrie. Indépendamment, en effet, des problèmes internes à la Syrie, qu'il n'y a pas d'alternative politique évidente à l'intérieur, que l'opposition est divisée, querelleuse, et que n'a pas les moyens militaires de ses ambitions, et que le régime lui-même a probablement des ferments d'autodestruction, mais qui sont des ferments à effet lent. Le régime finira par tomber, mais moi j'ai toujours pensé qu'il finira par mourir plus de ses propres faiblesses que des pressions internationales qui n'ont pas l'énergie nécessaire pour renverser ce qui est quand même étonnant. Bon, c'est vrai que la Russie joue un rôle déterminant et l'Iran joue un rôle déterminant, mais moi je suis quand même assez impressionné par la capacité du système à tenir, vraiment tenir dans une structure de guerre. C'est-à-dire qu'on pourrait s'imaginer que cette armée se disloque, qu'une partie des types quittent avec armes et bagages. C'est ce qu'on espérait à une époque. C'est ce qu'on espérait. Et il y a une main de fer des Assad. Les Alaouites sont très soudés. Oui, mais c'est une minorité. Enfin, il y a une main de fer des Assad qui est vraiment très impressionnante. Il y a aussi un contexte particulier, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même de la Syrie, beaucoup de gens
entre guillemets, payent ou ont peur de ce qui s'est passé ailleurs. C'est-à-dire qu'on regarde la Tunisie, on regarde l'Égypte, on regarde la Libye, et on a très peur. Donc, c'est vrai que même les chrétiens dans ce pays se posent la question, et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui souhaitent à la limite le maintien de Bachar el-Assad au pouvoir, parce qu'on en entend beaucoup qui disent « quid de l'après-Bachar ?» Et là, ils ont peur de voir à nouveau les frères musulmans, qui avaient été massacrés à Hama en 82 par le père, 25 000 sur le carreau à Hama, et ils ont peur de voir les frères musulmans, les islamistes revenir. Et on en est même, excuse-moi Ziad, mais on est dans un système maintenant où même les frères musulmans semblent être des gens tout à fait sympathiques, des interlocuteurs valables, quand ils sont poussés derrière par ce qu'on appelle les salafistes, enfin c'est un terme un petit peu vague, mais qui sont beaucoup plus durs et beaucoup plus et très organisés aussi. Donc du coup, les frères musulmans, ce n'est même plus Et puis je crois qu'il y a un aspect boîte de Pandore régional, c'est-à-dire que on se dit que si si la Syrie saute sur des bases qui sont quand même très ethniques et très confessionnelles, en fait tous les pays autour sont construits sur les mêmes bases ethniques et confessionnelles, et on pourrait avoir cette espèce de déflagration chiite, sunnite, minoritaire, majoritaire, etc. Il y avait un article dans la presse américaine qui expliquait en particulier que la Turquie, dont on parle beaucoup, en fait, elle-même est confrontée à des problèmes de minorité. Il paraît qu'il y a une minorité alévi très importante qui se sent proche de la minorité alaouite. Il y a le problème du Kurdistan. Il y a une minorité arabe qui est plutôt pro-sunnite. Enfin, même la grande Turquie, dont on disait qu'elle pouvait intervenir avec fracas, finalement, bon, on sent que c'est vraiment... on est sur des œufs et que personne ne veut vraiment y aller. C'est l'embrasement général. C'est là que le président libyen est très très fort dans les esprits, parce que bon, c'était relativement facile par comparaison. Et on voit sauf que le chapitre 2, ça... Et on voit que le résultat est extraordinairement compliqué à gérer. Sauf qu'on les interventions militaires dans tous ces pays se font de la même façon. On arrive avec la puissance et on se dit bon, les Occidentaux, tout ça va être réglé très très vite. Et puis ça n'est pas réglé parce que vous savez, quand je suis pas expert des choses militaires, mais je crois que quand on marche sur une mine, elle ne saute pas au moment où on appuie dessus, mais au moment où on lève le pied. Oui. C'est compliqué. Les Occidentaux sont souvent inconscients parce qu'on part, comme ça a été le cas pour Kadhafi, on est allé sauver Benghazi, on a sorti Kadhafi du pouvoir. Simplement, est-ce qu'on s'est posé dès le départ, avant de commencer l'opération, ce à quoi allait ressembler l'après-Kadhafi? Voilà. Je veux dire, je crois que les Occidentaux partent comme ça en guerre, sans savoir, et on ne se pose pas la question de qu'est-ce qui va se passer après. Et en tout cas, font des grandes déclarations à quelques jours de l'élection. Mais on va arrêter là avec la Syrie. On reviendra très rapidement pour la deuxième partie du débat, et cette fois-ci nous partirons en Afrique de l'Ouest.